Bernard, vous nous appelez de Moselle. Bonjour Bernard. Vous dites que les magistrats, ils ont beaucoup de travail. Vous dites on parlait de cette sanction éventuelle des magistrats et on parle là aussi de ces ministres de l'Intérieur et de la Justice qui doivent démissionner. Oui ou non, selon vous, lorsqu'on entend Gérald Darmanin qui dit que non, à la limite, ça ne servira à rien puisqu'il n'est pas responsable. D'abord, je voulais vous dire, vous avez une équipe formidable et vous êtes formidable. Merci. Déjà. Je suis content de vous parler. Et Merci. quand j'entends le prénom Gabriel, on peut penser que à Johnny, c'est terrible, mais c'est comme ça. Quel Voilà. J'ai pas compris. Oui. Quand j'entends le prénom Gabriel. Ah oui, magnifique, magnifique. Merci, mon cher Bernard. Merci infiniment. C'est gentil. On l'oublie pas. Et oui, alors sinon, comme j'ai entendu Marion Maréchal, j'ai entendu Gabriel ce que disait, tout à fait raison. Oui. L'honneur, la place est meilleure que l'honneur. Voilà, c'est ça. La place est trop belle et ces gens-là devraient démissionner. Même, alors je me suis disais qu'il n'a aucun pouvoir. Mais alors, moralement, juste parce qu'il est quand même en responsabilité. Oui. Il fut une époque où ils auraient démissionné et que même les anciens présidents, peut-être à l'époque de Mitterrand ou de Pompidou, de ces gens-là, je pense qu'ils auraient dit au ministre, faut partir, quoi. Et ça fait tellement de bruit. Et c'est comme vous parliez aussi de tout ce qui se passe dans les écoles à Paris. Non mais oui, le périscolaire. Mais on a l'impression, Bernard, qu'on ne démissionne plus aujourd'hui. Comme disait Charles Prats, peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir, ça ne sert à rien, qu'ils démissionnent ou pas, ça ne change rien. Mais pourquoi ils sont là, comme dit Gabriel Cluzel? Bonne question. La place est trop belle, on place des amis, et puis voilà quoi. Non mais je veux dire, c'est fou cette idéologie de gauche. Comment les gosses, ça compte rien. C'est horrible. C'est vraiment, c'est devenu horrible. Je ne peux pas comprendre que les gens se taisent et disent rien. C'est fou. Mais les gens, ils devraient être dans la rue. En tout cas, aujourd'hui, les gens ne se taisent pas, les Français ne se taisent pas. Peut-être que les pouvoirs se disent, bon voilà, on va essayer de laisser passer. Attention, on va surveiller tout ça. Dans 3 jours, c'est la Coupe du Monde. On va voir si on va oublier. On va voir si on va oublier l'affaire Liana. On a déjà oublié le week-end dernier. On a déjà oublié le week-end dernier les cas qu'il y a eu dans Paris et dans les 71 villes de France. La France oublie vite, mais on va voir si les Français vont oublier. En tout cas, là, les Français, ils veulent descendre dans la rue ce soir devant les tribunaux. Merci beaucoup, Bernard de Moselle, de nous avoir appelé pour pouvoir crier qu'effectivement la place est belle et qu'il faudrait peut-être plutôt regarder à l'honneur, comme disait Gabriel Cluzel. Alexander Nikolic, vous êtes eurodéputé, porte-parole du RN. Est-ce que Gérald Darmanin doit démissionner? Laurent Nunez, peut-être? Écoutez, en tout cas, s'il avait un peu d'honneur, oui, il devrait démissionner. Qu'est-ce que ça ferait? Par rapport au bilan global de la Macronie. Enfin, parce que on a évoqué certaines affaires, vous avez très bien rappelé, Mme Cluzel, avec ces accusations des supporters de Liverpool, alors que c'est eux qui se faisaient racketter par des jeunes de cité qui débarquaient et des bandes de clandestins à proximité. C'est eux qui les rackettaient, puis on l'a accusé les victimes. Gérald Darmanin, a accusé les victimes. On se rappelle aussi des mensonges sur les 100% d'OQTF qui allaient être respectés. L'année qui précède, 6% d'OQTF seulement respectés en 2022. Donc, pour le bilan de Gérald Darmanin, qui est un échec total en matière d'insécurité globalement, les près de 3 meurtres par jour en France, les 130 viols ou tentatives de viol par jour en France et qui n'ont fait qu'augmenter, les plus de 1200 coups et blessures volontaires par jour. Après ce bilan-là, alors qu'il a été ministre de l'Intérieur, il devrait se dire je ne devrais plus être en politique parce que j'ai échoué sur tout. Et si on revient sur ce sujet de la justice, il fait partie du gouvernement depuis 2017. Il était ministre des Comptes publics en 2017. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Justice. Il incarne la Macronie. Et oui, la Macronie n'a fait que de rajouter encore du laxisme judiciaire par Madame Belloubet qui libère des milliers de détenus pendant la Covid. Madame Belloubet qui s'oppose aux peines courtes d'emprisonnement, comme Dupond-Moretti. Troisième pays et le manque de moyens. Madame Cluzel en parlait, je trouvais que c'est très intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit, on met beaucoup d'argent dans les banlieues, il y a des différences par rapport à la ruralité. Mais c'est surtout qu'on met beaucoup d'argent dans des mesures idéologiques qui sont pour lutter contre l'insécurité, quand on écoute certains politiques à gauche et au centre, dans ce qu'on appelle la prévention. Ils pensent que c'est un problème de prévention. Alors peut-être que certains ne savent pas que violer c'est mal, voler c'est mal, racketter c'est mal. Moi je pense qu'ils le savent, évidemment. Et que c'est en investissant dans des mesures sociales qui au final ne fonctionnent pas, parce que ça enlève une responsabilité, eh bien qu'on voit cette insécurité qui augmente. Il faut changer de logiciel. Aujourd'hui, c'est évidemment dans la justice qu'il faut mettre des moyens. Nous on le disait
disait déjà dès 2022 qu'on voulait doubler le nombre de magistrats, monter à 20 000 magistrats pour faire en sorte d'accélérer les procédures et puis pour rentrer dans un cercle vertueux. Plus vous jugez vite, plus vous condamnez lourdement avec des peines de prison plus importantes, plus vous rentrez dans un cycle où la meilleure des préventions, c'est la peur de la sanction. Parce que justement, ils savent qu'ils vont être condamnés et vous rentrez dans un schéma où vous avez de moins en moins d'insécurité et qui représente en plus un vrai coût pour la société. Porte-parole du RN sur Europe 1, à Charles Pratt. Alors, là où je suis d'accord avec Alexander Nicolic, c'est quand il dit quelque part qu'il faut changer de paradigme. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la justice et les moyens de la justice, on essaye d'adapter la réponse judiciaire, enfin d'adapter la prise en compte de la réalité délinquante et criminelle en France aux moyens de la justice. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faudrait adapter les moyens de la justice et la réponse judiciaire à la réalité de la situation. Et sur les places de prison, ça fait des années que j'explique qu'il faut à minima 100 000 places de prison en France pour revenir à la moyenne européenne. Il en faudrait plutôt 150 000, voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est à 60 000 places. Mais est-ce que c'est pas une question sur les moyens, sur les places, etc. Souvent, est-ce que c'est pas une question vous savez, c'est une usine, c'est une question d'hôtellerie. Oui, c'est une question de chiffres, mais moi, je pense aussi qu'il y a une question aussi de volonté. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des pays où il y a une certaine autorité, des décisions. Il y a peut-être pas de place en prison, mais en tout cas, ça marche droit. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a pourquoi on fait pas la même chose avec les prisons que l'on fait là? On a imaginé en Europe avec les accueils de clandestins. On n'a qu'à délocaliser nos prisons. Je pense que ça va calmer plus d'un. Il n'y a pas de place en prison, mais c'est pas... Et il y a 25% d'étrangers dans nos prisons, mais on répète toujours les mêmes choses. Il y a une question d'autorité, de décision, de choix, de ligne idéologique et tout. Pourquoi est-ce qu'on laisse la pédocriminalité... Si je peux me permettre, si vous rajoutez des places de prison et vous rajoutez ensuite des peines planchées pour qu'il y ait des sanctions systématiques et une crainte de la sanction, vous changez justement de logiciel. Donc c'est un lien, puisque vous avez plus de places de prison, vous expulsez les 20-25% de délinquants étrangers et ça permet justement de libérer en plus, encore une fois, de la place pour qu'il y ait des condamnations. Et puis comme il y a des condamnations, vous avez moins d'actes d'insécurité parce qu'il y a une peur justement d'aller en prison et d'y rester longtemps. Surtout, vous sortez du système, vous sortez de la société, il est écarté. Les quelques milliers qui, si vous me passez l'expression, foutent la merde. Mais exactement, c'est ça, parce que c'est un nombre de personnes qui en plus qui ont une influence pour d'autres et qui font rentrer d'autres personnes dans la délinquance. Mais à un moment, il va falloir évidemment qu'on aille. Désolé, Monsieur Pratt, à une responsabilité des juges. Je veux dire, un policier qui, dans le cadre d'une action avec du stress, peut agir avec quelqu'un qui va faire un refus d'obtempérer, qui va menacer de tuer un enfant, par exemple, il va tirer, il va tout de suite être mis à la vindicte populaire, il y aura des médias qui vont intervenir, on se rappelle évidemment de l'affaire Naël, et on le voit là, bien sûr, et c'est difficile aux policiers d'intervenir. En prison. Et vous avez un pompier qui va faire un mauvais raccordement, il peut être condamné s'il y a des conséquences. Aujourd'hui, vous avez des juges et qui peuvent tuer. Et des décisions judiciaires de certains juges qui peuvent tuer. Oui, des juges qui, par idéologie, condamnent très peu ou font des libérations anticipées, ou des remises de peine anticipées, ou s'opposent à ce qu'un OQTF et mettre des freins soit expulsé et qu'ensuite ça donne l'affaire Lola, l'affaire Philippines. Eh bien oui, il devrait y avoir des responsabilités des juges et une responsabilité pénale parce que ces juges Monsieur Nicolic, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas changer la loi pour limiter un certain nombre de choses sur les recours sur les OQTF, pour limiter les remises de peine ou les réductions de peine, etc. Pourquoi ne pas le faire? Mais je suis d'accord. Parce que le Conseil constitutionnel s'y oppose. Et vous rentrez dans un schéma, vous avez des juges qui sont là aussi au-dessus des politiques et des élus par le peuple qui vont juger les décisions politiques. Ça c'est le Conseil constitutionnel, c'est pas vraiment des juges. Vous avez aujourd'hui des cours et des juges qui sont au-dessus de toute règle, au-dessus de toute autre décision et qui mettent la pression sur tout le reste de la société sans jamais, eux, recevoir la moindre pression et pourtant leurs décisions ont des vraies conséquences dramatiques. Mais je voulais aborder, avant de terminer cette émission, ce grand meeting qui a eu lieu hier à Saint-Denis avec le meeting de
de Jean-Luc Mélenchon, avec notamment ces accusations de suprémacisme portées par Jean-Luc Mélenchon contre le Rassemblement national. D'abord, Rodolphe Kahn, vous êtes auteur du livre Mélenchon, le bruit et la fureur, édition La Nouvelle Librairie. Est-ce que ces accusations de suprémacisme portées par Jean-Luc Mélenchon contre le RN sont-elles justifiées? Et ensuite, Alexander Nikolic. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il les profère. C'est un des enseignements de ce meeting, la volonté pour Jean-Luc Mélenchon de sortir, de ces trois blocs aujourd'hui qui paralysent la vie française. Il faut le reconnaître, pour revenir à une situation beaucoup plus claire, et binaire d'affrontement, bloc de gauche, bloc de droite. On sait aujourd'hui, c'est une rhétorique qui revient souvent. Par Mélenchon ou par ses généraux, c'est-à-dire Hitler ou le Front populaire. Ils ont toujours une volonté de grossir comme ça le conflit en France. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une des lignes de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, son épouvantail, de personnalité à attaquer, elle est assez diverse. Un jour, c'est l'Empire Bolloré. L'autre jour, c'est, une Union européenne. Le lendemain, c'est encore le Rassemblement national. Donc Jean-Luc Mélenchon sort un petit peu comme ça ses chiffons à agiter devant son public, et on le sait aujourd'hui, cet antifascisme, ça fait partie aussi de l'un de ses mythes mobilisateurs. On se souvient de l'affaire Quentin Deroc et du bloc qu'a fait justement la France insoumise autour justement de Raphaël Arnault, qui est revenu à l'Assemblée nationale. Il faut encore le rappeler. Alors la justice devra se prononcer, notamment avec la collusion avec ses collaborateurs dans cette affaire. Mais là, on voit justement une France insoumise qui s'assume, et il faut le reconnaître, c'est quand même un tour de force. Hier, ce meeting, c'était assez impressionnant. C'est peut-être aujourd'hui le seul parti politique, peut-être avec le Rassemblement national, qui peut comme ça faire une manifestation monstre. En quoi c'était un tour de force? En quoi c'est une manifestation monstre? Ils ont été chercher, il semblerait, des gens dans toute la France avec des bus. On parle de 26 000 personnes sur une place qui devait avoir 10 000 personnes. Enfin bon, est-ce que les chiffres, est-ce que c'est vraiment une manifestation monstre? Tout de même, pour avoir hier vu les images, il faut quand même reconnaître que c'était quand même assez impressionnant. D'ailleurs, on est dans la continuité des municipales. Aucune des villes gagnées par la France insoumise ne l'a été de manière indue. Ils ont fait du travail en amont. Ils ont été chercher des électeurs par électeurs, comme pour venir à cette manifestation. Et c'est exactement ça. Les bus, il faut les mettre en place. Il faut aussi ne pas sous-estimer la stratégie numérique. Christine, vous avez mentionné juste avant le choix de la musique qu'a utilisé Antoine Léaumont. Absolument. Sortez les armes. Sortez les armes. Il faut quand même rappeler. Sortez les armes à feu. Et oui, exactement. Alors eux vont toujours jouer sur l'ambiguïté. Et ils vont dire que c'est du second degré. Oui, exactement. Et en plus, on le sait, le génie de la communication, le petit génie derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est Antoine Léaumont. Tout ça est pensé stratégiquement. N'importe qui, comme je vous donne la parole à Alexander Nikolic, si le Rassemblement national disait sortez les armes à feu, excusez-moi. Ah oui, à juste titre. Enfin, évidemment, ça choquerait tout le monde. Parce que quand on fait de la politique, on défend tous des idées qui, pour nous, sont meilleures que celles des autres. Par définition, on s'engage pour ça. Ça doit se faire dans le respect. Mais on voit une gauche qui relativise systématiquement les violences. Là, on l'a vu avec un rappeur qui menace de mettre des coups de pied dans la tête de Jordan Bardella, qui appelle au meurtre des opposants, est soutenu par exemple, la France insoumise. Donc, ça en dit long sur la vision de la violence. Mais pour revenir sur le suprémacisme, l'article 1er du Rassemblement national... Jean-Luc Mélenchon qui accuse le Rassemblement national de suprémacisme, de diviser les peuples en ethnie et en religion. Je reprends l'article 1er des statuts du Rassemblement national. Attaché à l'égalité devant la loi de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion, le Rassemblement national défend la souveraineté, l'indépendance et l'identité de la nation. Contrairement à la France insoumise qui, par la voix de plusieurs porte-paroles. On se souvient d'Éric Coquerel qui disait récemment il faut que les élus du 93 aient la même couleur de peau que la population, que les habitants du 93. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils regardent la couleur de peau des habitants de certains territoires et les élus doivent avoir la même couleur. Le Rassemblement et c'est du pur racialisme. C'est du pur racialisme qui débouche. Le racialisme, ça débouche toujours au final quand on fait les différences selon justement la couleur de peau, qu'on ramène l'identité à la couleur de peau, ça se finit en racisme et ça se termine avec certains élus LFI déjà qui ont des propos en disant on fait plus d'enfants qu'eux, on est mieux qu'eux, plus intelligents ou je ne sais quoi. Je crois que c'était Bilongo qui avait dit ça et donc qui clairement
sépare les Français selon des origines et des couleurs de peau, et qui tient des propos qui sont racistes. Alexander Nikolic, porte-parole du Rassemblement national, Rodolphe Carr, et ensuite Gabriel Cluzel. Aussi, peut-être faut-il relever le 2 poids 2 mesures par rapport au peuple premier. Par exemple, hier, Jean-Luc Mélenchon s'est adressé à la Nouvelle-Calédonie, à une partie de nos territoires d'outre-mer, en voulant protéger, soi-disant, les peuples premiers contre justement les métropolitains. Ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple, Jean-Luc Mélenchon, pour le territoire historique français, il n'y a jamais de peuple premier. La France a toujours été multiple, diverse, etc., terre d'immigration, et on voit à chaque fois ici ce 2 poids 2 mesures, et ça c'est une constante chez Jean-Luc Mélenchon, et si vous lui mettez sous le nez ces contradictions, eh ben, il vous les balayera d'un revers de la main, et il continuera parce que c'est une locomotive lancée à toute berzingue. Gabriel Cluzel, le mot de la fin sur les accusations de suprémacisme portées par Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, si vous me permettez cette expression. C'est des gens qui passent leur temps, d'ailleurs ce meeting en est la preuve, qui passent leur temps à chacune de leurs interventions à parler de race, de noir, de blanc, de nouvelles, de racisé. Donc c'est une obsession. Vous savez, rien n'est laissé au hasard. Hein. C'était à Saint-Denis, devant le tombeau des rois, il l'a bien précisé. Antoine Léaumont, qui est un turiféraire de Robespierre. On voit ce qui à peu près la manœuvre. Et ils ont dit on est chez nous. Vous vous souvenez quand le RN scandait on est chez nous. Donc c'est vraiment la stratégie du pousse-toi de là que je m'y mette. Et donc c'est un grand remplacement assumé dont il compte gagner les mannes électorales. Gabriel Cluzel, c'est dangereux si je peux me permettre. Moi j'ai pas envie de grandir dans une société où mes enfants métis seront ramenés à être déracisés. Voilà. Et c'est toute la différence entre eux et nous. Nous, on a une vision, justement, on considère que la couleur de peau, ça ne détermine pas une identité. C'est ce qu'on pense, c'est à penser, c'est l'historique français. Sur